Donc, je suis heureux d'accueillir maintenant Thierry Malvézy, que nous connaissons depuis pas mal d'années. Thierry Malvézy est au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, oui. Conservateur, mais il a été aussi directeur du musée d'histoire naturelle de Montbéliard. Et il s'est beaucoup occupé de Cuvier, de Georges Cuvier. Et il va s'occuper maintenant de Agassiz. C'est un peu ça. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Il a fait le voyage spécialement pour nous. Et il va nous présenter, au fond, un hommage aussi à un de ses co-auteurs, qui est M. Schaer, qu'on devait recevoir ici, et qui malheureusement nous a quittés. Et c'est pour parler un peu de leur ouvrage commun que Thierry Malvézy va vous entretenir cet après-midi. Je lui passe la parole. Merci Philippe. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la sortie de cet ouvrage qui est sorti en décembre de l'année dernière, qui est donc un mémoire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. Donc, Jean-Paul Schaer est un des co-directeurs avec Jean-Pierre Trippé, qui est un hydrogéologue à la retraite, et puis moi-même. Je vous expliquerai tout ça un peu à la fin. Et Jean-Paul Schaer est décédé en février 2021. Donc, hélas, il n'a pas pu avoir le bouquin sur les genoux. Ça, c'est bien dommage. Il avait Alzheimer depuis 3-4 ans, donc il en est décédé. Mais je vais vous raconter ça un peu au fur et à mesure de la présentation de cet ouvrage. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, s'il veut bien, s'il veut pas. Il veut plus. Non, parce qu'il faut vraiment que je prenne la main, c'est ça que je ne comprends pas. Tu l'avais tout à l'heure, ouais. Ah oui. Alors, je ne sais pas si on... Voilà, ça arrive. Là, c'est qui? C'est vous ou c'est moi? C'est toi qui bougeais là, François? Oui, j'ai bougé. Là, c'est moi. Ouais. Et là, c'est moi? Allez-y. Non, il n'y a rien qui se passe. Là, c'est moi. Alors, faut quitter le... faut remettre comme c'était tout à l'heure. Ouais. Quitter le... Sûrement, parce que tout à l'heure, ça marchait. Ouais. Voilà, je pense. Alors là, si j'essaie... Non, ça ne marche toujours pas. C'est pas orienté vers... C'est peut-être par là qu'il faut s'orienter. Vers là? Ouais. Non plus. Ou alors je me mets à cette table et puis vous tournez la caméra. C'est le plus simple. Ben, je vous donne le... Ah ben oui. Si avec la souris ça marche. Je pense que ça devrait marcher. Sur la roulette. Sur la... Ah, ça va très bien. Ok, bon, voilà. Désolé pour... À l'ancienne, on va le faire, avec le mulot, comme dirait l'autre. Donc, ouvrage collectif, je vous disais. Ah, donc c'est pas le bon clic. Voilà. Voilà, parfait. Donc, c'est le 13e mémoire. Alors, la SNSN, c'est la Société neuchâteloise des sciences naturelles, qui a été créée notamment par Louis Agassiz et d'autres dans les années 1832-36. En fait, sur ces 4 ans-là, ont été créés successivement la SNSN, l'Institut des sciences à Neuchâtel et le Musée d'histoire naturelle. Tout ça par la même équipe, plus ou moins très inspirée par Louis Agassiz. Et les Coulon, père et fils aussi. Donc, la SNSN publie un bulletin mensuel. Dans le dernier de 2021, on a publié une nécrologie sur Jean-Paul Schaer, d'ailleurs, et des mémoires. Donc, il y a eu, depuis la création de la SNSN, 12 mémoires jusqu'à l'année dernière, donc celui-ci est le 13e. Donc, c'est en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, là où je travaille, qui appartient à la ville de Neuchâtel, et bien sûr la SNSN. Alors, cet ouvrage est constitué de 4 parties. 2 légères en taille et puis 2 plus importantes. La première partie, c'est Introduction générale, les grandes lignes de la géologie du Jura franco-suisse par Anna Soumaruga. Donc, vous voyez, c'est une vingtaine de pages. Dans sa partie, elle évoque très rapidement la situation géographique et géologique du Jura franco-suisse, la stratigraphie, mais de manière succincte, les unités structurales, formation du Jura et morphologie jurassienne. Donc, c'est elle qui a publié le tome 12 des mémoires de la SNSN en 1997, et elle est spécialiste justement de la tectonique et de la structure profonde du Jura. Elle travaille à Fribourg. La deuxième partie a été, là aussi, partie légère, 28 pages, et consacrée à la géologie de surface par Michel Campi, que vous connaissez sans doute. Mais j'y reviendrai là aussi sur Michel. Donc, il évoque là aussi de manière rapide la géomorphologie, le relief jurassien,
le problème de surface d'érosion, les glaciations quaternaires dans le Jura, mais là aussi très rapide, surtout au niveau des formations, pas au niveau historique, formes et phénomènes de karstes spécifiques, donc l'épikarste. Et puis la troisième partie, elle, est beaucoup plus importante, puisqu'elle fait 176 pages. Elle est l'œuvre de Jean-Paul Scher sur la tectonique et la structure et généralité. Donc Jean-Paul Scher a contracté Alzheimer il y a maintenant 3-4 ans. Du coup, il ne pouvait plus arriver à assumer sa partie. Et je suis allé régulièrement chez lui, une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, travailler un peu avec lui, puis après sans lui, hélas, à récupérer ses dossiers, à récupérer ses archives sur la tectonique. Il avait fait des centaines de documents Word sur son ordinateur. Donc j'ai tout récupéré, puis j'ai essayé d'assembler le puzzle comme j'ai pu, en rajoutant de temps en temps quelques infos que je pouvais apporter, parce que je ne suis pas du tout technicien. Je suis paléontologue à la base, et puis maintenant, depuis 25 ans, je suis plutôt vulgarisateur des sciences en général. Donc, c'est loin tout ça pour moi. Donc, ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé quand même. Et donc, cette partie comprend 9 chapitres différents. Donc, les pionniers, les périodes avant 1840, donc on retrouve Horace Bénédicte de Saussure, Jean-André de Luc aussi, et Léopold von Bourg. Léopold von Bourg, qui était un Prussien, et qui a été mandaté par la Prusse pour regarder un peu ce qu'il y avait d'intéressant au niveau minier dans le Jura, puisque le canton de Neuchâtel, à l'époque, appartenait à la Prusse. Ce n'est qu'en 1848 que le canton récupère son indépendance, qu'il n'avait pas vraiment souhaité d'ailleurs. Les bourgeois neuchâtelois étaient tout contents d'avoir les Prussiens comme directeurs, puisque la Prusse était loin, et comme ça, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et la révolution de 1848, elle vient de la Chaux-de-Fonds, en fait. C'est les chaufonniers qui sont venus embêter les gens du bas. Donc, deuxième chapitre, pli de soulèvement versus la théorie de refoulement. Donc ça a été la grande polémique, notamment entre un grand savant jurassien qui était Jules Thurman, et qui va développer une théorie de soulèvement pour la formation du Jura par l'activité volcanique. Et bien sûr, ça va se contrer à l'idée qu'on commençait à voir apparaître du refoulement par une pression latérale. Donc, c'est les périodes 1830-1850. Thurman meurt en 1855, jeune. Ensuite, les premières études locales. Donc, on voit apparaître des géologues balois, des géologues genevois, etc., qui vont commencer à développer. Donc, Jean-Paul avait essayé de recenser un peu tout ça. Les premiers tunnels ferroviaires et cartes géologiques associées. Donc, à la fin du 19e, grosse construction de tunnels ferroviaires ensuite. De toute façon, la Suisse est un grand emmental, pas gruyère. Le gruyère n'a pas de trous, hein, c'est l'emmental qui a des trous, je le rappelle. Le gruyère français en a un petit peu, mais le gruyère suisse n'en a pas du tout. Et donc, c'est vrai que c'est trouvé de partout, hein, on le voit encore aujourd'hui. Donc, grâce à ça, les géologues vont pouvoir voir sur le terrain s'ils ne s'étaient pas trompés, on le reverra tout à l'heure. Puis les grandes réunions géologiques de la fin du 19e, à Besançon, à Neuchâtel, à Port-Rentruy, même un peu à Montbéliard, Société géologique de France, les sciences naturelles neuchâteloises aussi et suisses. Donc il y a eu des grands événements là. Puis le passage 19e, 20e, c'est l'époque des grandes synthèses avec 3 grands personnages qui étaient les idoles de Jean-Paul Scher. C'est Buxdorf, Heim et puis Chartres. Voilà, les 3 grands qui ont travaillé sur le Jura de cette époque-là. Ensuite, on arrive l'après-guerre avec un personnage suisse très important, Hans-Peter Lobscher. Donc là, on arrive à des chapitres. Si un jour vous avez l'occasion de les lire, vous verrez que ce n'est pas très digeste, hélas, puisque là, Jean-Paul Scher n'était pas allé au bout. Donc c'est moi qui ai dû essayer de comprendre ce qu'il avait voulu dire et d'essayer de présenter quelque chose. Donc ce n'était pas évident. Les éléments structuraux et enfin les recherches modernes, notamment grâce à la NAGRA, qui est l'organisme suisse de retraitement des déchets, notamment de tout ce qui concerne les mines, un peu l'équivalent des RGM de chez nous. Et puis la 4e partie, c'est la plus importante, 232 pages à elle seule, c'est sur l'hydrogéologie et les karstes. D'ailleurs, pendant très longtemps, voyant l'état de Jean-Paul Scher se dégrader, on s'était dit qu'à la limite, par défaut, on publierait une histoire hydrogéologique du Jura franco-suisse. Ça, on savait que ça roulait bien, avec une équipe assez performante, avec Pierre-Yves Janin, qui est le directeur de l'ISCA. L'ISCA, c'est l'organisme de spéléologie, karstologie qui est à la Chaux-de-Fonds. Jacques Mudry, qui est de Besançon, à la retraite, un hydrogéologue. François Paquier, hydrogéologue suisse. Jean-Paul Scher aussi, qui avait créé
l'organisme d'hydrogéologie à Neuchâtel, puisqu'il n'y a plus de géologie à Neuchâtel, tout est parti à Lausanne, mais il reste le CHIN qui est la création de Jean-Paul Scher dans les années 70-80 d'études hydrogéologiques du Jura. Et puis Jean-Pierre Trippé qui dirigeait d'une main de maître toute cette équipe et qui organisait les réunions, mais ça j'y reviendrai aussi dans la genèse tout à l'heure. Je pense que certains vous les connaissez, d'autres non, bien entendu. Alors là aussi, il y a 10 chapitres avec des sous-chapitres, c'est assez développé, ils sont allés très très loin. Une partie introduction, bien sûr, toujours une partie précurseur, donc c'est période 18e, début 19e. Alors il y a des choses qui se recoupent bien sûr avec la tectonique, hein. Les grands travaux de l'époque des précurseurs, bien sûr, c'était les tunnels ferroviaires, qui là aussi ont apporté beaucoup d'infos en hydrogéologie avec les sources qu'ils ont mis au jour en creusant les tunnels. Les fondateurs de l'hydrogéologie moderne, l'évaluation et l'utilisation des ressources en eau souterraine, l'eau dans le milieu karstique, protection des eaux souterraines, carte hydrogéologique, applications particulières récentes, et puis les hydrogéologues s'adressent au public. Donc, ils s'étaient répartis le travail et ils avaient des réunions ensemble pour mettre en commun tout ça. Et puis, une bibliographie importante, on va dire c'est une 5e partie très importante de l'ouvrage, puisque les auteurs ont recensé 1303 références. Alors là, on n'a pas compté les œufs d'esturgeon, mais j'ai fait compter à une stagiaire les références bibliographiques. Mais ça s'est arrêté à 1303 et 70 pages de bibliographie sur la géologie jurassienne. Alors, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est 3 parties différentes. Ces 3 parties qui ont été présentées le 15 décembre dernier à Neuchâtel, où nous avons fait une soirée apéritif avec une 50aine de personnes pour fêter la sortie de l'ouvrage. Donc, je me suis réapproprié les 3 présentations. La première était de Jean-Pierre Trippé, que j'ai un peu modifié. La seconde, auquel je n'ai quasiment pas touché, c'est l'évolution de la représentation de la structure des plissements du Jura au cours des siècles, à travers cet ouvrage, par Anna Soumaruga, justement. Donc, vous voyez la chaîne de Jura de nos jours. Il y a 2 coupes ici en rouge et en noir. En rouge, ce sera la coupe qu'avait dessinée Léopold von Boer en 1803. Et en noir, c'est une des dernières en date, celle justement d'Anna Soumaruga avec toutes les études sismiques et de l'anagramme. Alors voilà par exemple la coupe qu'imaginait von Boer en 1803 pour le Jura. Quelque chose de relativement simple, bien sûr. Et puis 200 ans de connaissances géologiques nous ont amené à ce que l'on sait aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de choses à apprendre, via notamment les travaux d'Anna Soumaruga en 2017. Donc, cette évolution des idées, Anna Soumaruga les a présentées de trois manières différentes. Il y a d'abord l'approche naturaliste des précurseurs. Donc, on en a déjà parlé ce matin avec, dans les Alpes, mais aussi il a œuvré dans le Jura, c'est Horace Bénédicte de Saussure. Étant de Genève, le Jura y arrive, donc il s'est beaucoup intéressé à la montagne du Salève. Et voilà ce qu'il dit dans ses ouvrages. Le Jura, quoique séparé des Alpes par une vallée de plusieurs lieues de largeur, pourrait cependant être regardé comme une dépendance de leur chaîne extérieure. 2 raisons me le persuadent. Le Jura marche à peu près parallèlement aux Alpes et que sa partie la plus élevée est située du côté des Alpes et qu'il s'abaisse graduellement à mesure qu'il s'en éloigne. Donc, une intuition qui lui fait dire cela et une intuition de naturaliste, d'observateur. De même, les chaînes de montagnes dans le Jura et composées ne sont pas continues d'une extrémité à l'autre, elles sont coupées en divers endroits, mais les échancrures ou crénelures qui les divisent ne descendent guère qu'au tiers de leur hauteur. Donc là, on voit apparaître des premières notions des éléments structuraux du Jura, comme les chaînons et les failles décrochantes, donc ces fameuses cassures. Et comme je vous le disais, il a surtout étudié la géologie autour du lac Léman, côté jurassien. Autre approche naturaliste des précurseurs, c'est Amans Gresley, un personnage très intéressant, très peu connu, ami de Agassiz aux États-Unis, et qui a très peu publié. C'était un ours. Il vivait dans les bois pendant des semaines et des semaines sans rentrer chez lui. Il n'a jamais connu un morceau de savon, un shampoing ou un peigne. Il ne savait pas ce que c'était.
alors il faut relativiser par rapport à l'époque, mais Édouard de Sor, qui est le grand collègue d'Agassi, puis ennemi d'Agassi, qui était rentré des États-Unis et qui a œuvré pour surtout l'archéologie dans le canton jurassien, notamment avec le Lathénium, enfin le site de l'Athènes, avait intégré Amand Gressly dans ses études. Et j'ai lu dernièrement qu'il le faisait venir chez lui pour travailler à une seule condition, c'est qu'il prenne un bain. C'était la seule condition. Il n'avait pas le droit de rentrer chez lui s'il n'avait pas pris un bain. Donc c'était un personnage qui devait marquer les esprits. Donc ça, c'est sa carte orogénique du Jura Solerois. Il était de Soleure, Gressly. Vous voyez un peu le dessin, on est loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui, bien entendu, mais on y voit déjà des relations entre une chaîne majeure et des structures beaucoup plus modestes. C'était un homme de terrain avant tout, hein, de toute façon. Et puis, bien sûr, vu l'époque et vu les moyens qu'ils avaient, les imprécisions dans les cartes topographiques limitent un peu ce type de travaux. Autre approche naturaliste, par Léopold von Bourg, cette fois-ci, donc disposition de couches entre les gorges du Seillon et Chaumont, c'est juste à côté de Neuchâtel. D'ailleurs, vous avez le château de Neuchâtel qui est indiqué sur le flanc à droite. Donc 1803, mais publié plus tardivement. Donc Léopold von Bourg, lui, il s'intéresse aux mines, il s'intéresse aux ressources, donc il va faire un catalogue des roches, mais qui aura son intérêt. Et puis des notions de roches et d'inclinaison de couches qu'il va introduire dans ses propos. Donc ça, c'était vraiment la première approche, une approche de naturaliste d'observation. Ensuite, on a une deuxième phase dans l'étude du Jura avec les premières esquisses orographiques de la chaîne du Jura. Donc là, c'est Jules Thurmann qui publie cette carte géologique en 1852. Et il va localiser des chaînes, il va créer des noms comme Cluse, Rue, Comte, tout ça, c'est des inventions de Jules Thurmann pour expliquer les formations qu'il essaie de décrire au sein du Jura, des cirques, des plateaux. Et puis, c'est vraiment une vraie carte géologique avec la description des couches via des coupes, notamment les 4 traits noirs que vous avez là, qui correspondent à ces 4 traits ici. Thurmann en fait 15, en fait. Il fait 15 coupes à travers le Jura qu'il va dessiner et apporter des informations supplémentaires, bien sûr, par rapport aux prédécesseurs. Et notamment un aspect morphologique des structures qui se rapproche un peu plus de la réalité, les notions de plis arrondis. Une force quelconque appliquée à un calcaire compact ne saurait le ployer de manière à lui faire conserver la courbure déterminée par la flexion. Donc des questions qui se posent sur ces flexions de roches, et donc notion de strie, de glissement, d'étirement. Chacun apporte bien sûr sa brique élémentaire, mais Jules Thurmann a été un grand bonhomme sur la compréhension du Jura. Troisième approche qui va apporter énormément d'informations, je l'ai déjà dit, c'est les percements des grands tunnels ferroviaires au milieu du 19e et au passage du 20e. Donc, par exemple, si on prend le tunnel de base du Hauenstein entre Olten et Bâle, donc publié par Buxdorf en 1917, il publie un document dans lequel il montre les cartes d'avant et d'après. Donc ça, voilà l'emplacement du tunnel, mais cette coupe, c'est la prévision de Mühlenberg en 1910, donc avant le percement. Ici, on est dans les prévisions de Buxdorf en 1911, avant le percement, donc ça a légèrement modifié. Et puis voilà la réalité des choses, donc après le percement. Bon, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ils étaient bons quand même, parce que dans l'ensemble, il n'y a pas trop d'erreurs. Après, bien sûr, dans le détail, dans l'intérêt des percements, dans le type de roches qui vont percer, il y a des surprises, mais dans l'ensemble, ça leur a... ils avaient, depuis plusieurs décennies, ils avaient déjà bien compris la structure globale du Jura. Du coup, Buxdorf va pouvoir aussi reconstituer au cours du temps les structures internes de la chaîne du Jura. Alors là, c'est un autre tunnel, c'est celui de Grange-Moutier. Donc, il part de l'état connu grâce au tunnel, qui est en bas, ici, et puis il raconte l'histoire en dépliant tout ça. Donc, on a des profils théoriques, des reconstitutions au cours de temps qu'on commence à créer grâce à l'étude des tunnels. C'est là qu'on s'aperçoit, bien sûr, ou tout au moins qu'on confirme la couverture décollée sur le Muschelkalk, puisque dans ces plis, il n'y a aucune roche plus ancienne que le Muschelkalk, que le Trias moyen. Et donc,
apparaît aussi une notion très importante qui est le Fernstub, qui est la poussée, le chevauchement, la poussée lointaine, liée bien sûr, on le sait aujourd'hui, avec les âmes. Et quatrième et dernière façon d'aborder l'étude du Jura, ça a été les forages pétroliers, les campagnes géophysiques, sismiques, réflexion, donc la période moderne, dès la deuxième partie du XXe siècle. Donc là, on a une coupe géologique de 1953, côté Jura français, liée au sondage et au puits de sondage de Courlan 1 et de Messia 1. C'est près de Lons-le-Saunier, tout ça. Donc l'étude de ces forages ont permis de mieux comprendre, et notamment le chevauchement de plusieurs kilomètres du Jura sur les terrains tertiaires de la Bresse. Voilà. Ensuite, les campagnes géophysiques permettent d'apporter des corrélations de plus en plus fines entre les réflecteurs sismiques de meilleure qualité et puis les colonnes stratiques. Donc là, c'est extrait de la thèse à Soumaruga en 1997, justement. C'est à partir des données de la NAGRA qu'elle a pu travailler et faire ces corrélations. Et du coup, ça permet d'avoir une image de plus en plus fine du sous-sol, que ne pouvaient pas avoir les prédécesseurs, bien entendu. Et puis, une superposition et géométrie des couches de plus en plus lisible. Et donc, je l'évoquais, la NAGRA, qui est la Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs. Donc, les travaux ont débuté en 1977, jusqu'à nos jours, ils continuent toujours, ils emploient énormément de géologues et ils publient généralement des rapports dans lesquels on a toutes les infos diffusées sur la structure, notamment sur la découverte, on s'en doutait, mais l'affinage de la découverte du bassin permo-carbonifère qui se trouve sous le Jura, sous la couverture du Jura. Donc, ces forages profonds sont publiés dans les Technischer Bericht. Ça, c'est les rapports de la NAGRA. Parfois en français, quasiment tout le temps en allemand. Et puis donc, des campagnes sismiques de réflexion 2D, et puis maintenant 3D avec de l'imagerie qui est de plus en plus incroyable. Donc, tout ça pour permettre aussi la découverte et l'affinage du fossé permo-carbonifère. Donc voilà pour cette deuxième partie. Maintenant, je vais arriver dans ma troisième partie, qui était la mienne. Alors, comment vous présenter ça? Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un des auteurs, je ne suis pas un spécialiste de la géologie du Jura, donc je ne pouvais pas évoquer les travaux de manière approfondie. Donc, je me suis attelé à raconter ce que j'ai raconté dans l'ouvrage en première partie, c'est l'histoire de cet ouvrage. Car en lui-même, cet ouvrage a une histoire assez incroyable. Et puis, quand je devais le faire pour cette soirée du 15 décembre, bon, ben, raconter l'histoire, un tel a demandé à un tel de faire ceci, c'était bien, on a fait ça. Bon, c'est un peu plan-plan, quoi. Je me dis, je vais gonfler mon auditoire, pour parler vulgairement, et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu décalé. Alors, l'avantage que j'avais à Neuchâtel, c'est que tous les gens qui étaient dans la salle à m'écouter étaient partie prenante, donc ils se connaissent tous. Vous, en revanche, c'est un peu différent, parce que les gens que je vais présenter, vous ne les connaissez pas tous, donc je ne sais pas quel en sera le résultat, mais tant pis, je suis obligé de le faire. Alors, l'histoire commence en octobre 2008, avec Jean Gaudan, que vous connaissez, qui était du Muséum national d'histoire naturelle, qui a été secrétaire de Cofrigéo, et qui contacte Michel Campi, qui était anciennement directeur du service régional des antiquités préhistoriques de Franche-Comté, universitaire géologue à Dijon, puisque ça a été mon maître, ça a été un de mes professeurs, c'était un des meilleurs à mon sens pour moi au niveau pédagogie, et spécialiste entre autres de la géologie du massif du Jura, bien entendu, avec tous les ouvrages qu'il a publiés ces derniers temps, mais pas que. Alors celui-là vous le connaissez bien entendu, peut-être que vous connaissez moins celui-là parce que c'est un grand spécialiste du vignoble du Jura, il fait lui-même son vin du Jura, et il a publié La parole de Pierre, Pierre étant un vigneron, donc des échanges avec ce personnage, c'est un grand vigneron dans l'âme, Michel. Donc Jean Gaudan contacte Michel Campi en 2008 et il lui demande de participer à une édition qui a été lancée par les presses des mines sur l'histoire de la découverte géologique de la France, région par région. Ça, vous êtes bien plus au courant que moi, j'en suis sûr. À ce jour, 4, si je ne me trompe pas, 4 documents ont été publiés. En mars 2011 sortait le premier, l'exploration géologique des Alpes franco-italiennes. L'exploration géologique de la Provence en octobre 2012.
janvier 2014, l'exploration géologique du massif armoricain. Septembre 2014, l'exploration géologique du fossé rhodanien. Et depuis, ça s'est arrêté. Donc, dans cette logique-là, d'octobre 2008 à juin 2010, donc dans presque 2 années, Michel Campi s'attelle à la tâche et commence à travailler sur son petit bureau. Mais très vite, il comprend que le Jura ne s'arrête pas à la frontière et qu'il est franco-suisse. Donc, il faut obligatoirement aller chercher de l'autre côté de la frontière quelqu'un qui va pouvoir travailler avec lui. Et ce quelqu'un, c'est bien sûr Jean-Paul Scher, qui était le grand patron du labo de géologie à la fac de Neuchâtel et grand spécialiste de la tectonique, du Jura, etc. Donc, dès septembre 2011, il le contacte. Voilà, ancien doyen de la faculté des sciences de Neuchâtel et créateur du centre d'hydrogéologie qui existe toujours à ce jour, le CHIM. De son côté, Daniel De Crouet, lui, Jean Gaudin contacte Daniel De Crouet dès 2013 pour s'occuper de la paléontologie stratigraphique du Jura. Daniel De Crouet, vous la connaissez peut-être, si vous ne la connaissez pas, c'est l'ancienne directrice, elle a été, je crois, 30 ans directrice du Muséum d'histoire naturelle de Genève. D'ailleurs, sa succession ne se passe pas très bien depuis qu'elle est partie. Et donc, elle doit s'occuper de cette partie. OK, donc ça commence à prendre forme. De son côté, Jean-Paul Scher s'associe avec son ancienne étudiante, qui lui a fait passer sa thèse, Anna Soumarouga, qui entre-temps est partie à Fribourg, pour travailler aussi sur la tectonique du Jura. Donc, voilà, c'est ça le tome 12 des mémoires de la SNSN, donc sa thèse sur la géologie du Jura. Tout ce petit monde, en novembre 2013, se retrouve à Neuchâtel pour mettre en forme qui va faire quoi et comment on va travailler. Voilà, il débarque en bateau, youpi, yeah. Tout va bien. Et là, ça commence à se compliquer. En octobre 2014, Michel Campi quitte le projet. A priori, il ne s'entendait pas très bien avec Jean Gaudin. Jean-Paul Scher avait du mal aussi avec Jean Gaudin, mais bon, là, ça tenait. Mais toujours est-il que Michel Campi s'en va, quitte le projet. Donc, voilà, c'est la tristesse dans l'équipe. Mais heureusement, tout son travail préparatoire de 2 ans, il le donne avant de partir à Jean-Paul Scher et à Jean Gaudin pour qu'ils puissent l'utiliser, bien entendu. Deuxième problème, drame même, 6 décembre 2015, voilà, Jean Gaudin décède. Et là, c'est la fin du projet français. Ça s'arrête, les éditions s'arrêtent. Daniel De Crouet quitte l'équipe. Elle arrête aussi, elle ne s'occupe pas plus de la stratigraphie ni de la paléontologie. Et il ne reste plus que les Suisses, c'est-à-dire Jean-Paul Scher et Anna Soumarouga, pour continuer le projet. Mais en 2016, 1 an plus tard, Jean-Paul Scher recontacte Michel Campi, qui accepte de revenir dans l'équipe. Donc, le projet franco-suisse peut enfin repartir, malgré le décès de Jean Gaudin. En effet, juste auparavant, en 2014, Jean-Paul Scher, de son côté, avait continué à augmenter l'équipe et avait créé donc, ce que j'ai nommé l'Hydrogéol Task Force, parce qu'elle mérite bien ce nom-là. Donc, ces fameux hydrogéologues, alors là, ils étaient dans la salle, hein, c'est pour ça. Donc, je leur avais fait la surprise. Donc, Jack the French Mudry, façon générique un peu américain, François The Rock Pasquier, Pierre-Yves The Young Janin, et puis bien sûr le boss Jean-Pierre Trippé. Donc il va mettre en place cette équipe qui vont travailler sur l'hydrogéologie. Alors l'Hydrogéol Task Force, sa première réunion de travail, c'est dès le départ, septembre 2014. Toutes les réunions sont dirigées d'une main de fer par Jean-Pierre Trippé. J'ai assisté à certaines de ces réunions, il fait les ordres du jour, les convocations, les rapports, il donne la parole, il coupe la parole. Enfin, c'était carré, très carré. Et après, pour tout ce qui est la publication de l'ouvrage, comme il est un des coordinateurs, c'est en grande partie grâce à lui que cet ouvrage existe. C'est lui qui est allé chercher les financements, c'était lui qui a... Enfin, il m'appelait au moins 4 ou 5 fois par jour pour me dire « t'as oublié ça, t'as pas pensé à ça, etc. » Ça a été mon Jiminy Cricket. J'ai pu arriver à ficeler ce truc-là en grande partie grâce à lui. Et donc, 25 réunions de travail sur l'hydrogéologie, la dernière étant en janvier 2020, c'est-à-dire peu de temps avant la finalisation de l'ouvrage, 1 an avant la finalisation de l'ouvrage. Donc, ça a donné la partie quantitativement la plus importante du livre. Mais il leur manquait toujours quelque chose. Et en juin-juillet 2017, Jean-Paul Scher va voir Christophe Dufour, l'ancien conservateur
du musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, où je travaille aujourd'hui. Donc, si je l'ai nommé Tipulman, c'est parce que sa grande spécialité, c'était les tipules. Donc, c'est un entomologiste de formation, et d'ailleurs, depuis qu'il est à la retraite, il peut se remettre à étudier ces tipules. On en a une collection incroyable au musée de tipules. Donc, il le contacte, et avec Jean-Paul Cher, il lui explique que si le projet doit être finalisé, il faut trouver un coordinateur administratif, en gros. Quelqu'un qui organise un peu tout ça d'un peu de loin par rapport aux données scientifiques. Et bah, moi, j'étais arrivé à Neuchâtel en 2015, donc étant le géologue du lieu, bah, ça m'est tombé dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc, Christophe assume de nous dire les mots les plus importants, et puis moi, bien sûr, j'ai obéi aux ordres comme il se doit. Donc, je me suis retrouvé avec ce truc-là à gérer et d'aller rencontrer, bien sûr, Jean-Paul Cher, et ça a été une grande aventure avec lui. Hélas, le 14 février 2021, Jean-Paul décède, donc, comme je vous l'ai expliqué. Et là, on a tous vraiment été, bon, bien sûr, malheureux humainement, ça c'est évident, mais par rapport au travail, on avait fait un gros travail d'accélération pour le finir avant sa mort. On voulait à tout prix qu'il l'ait avec lui, et puis bon, mais voilà, on a raté à 5 ou 6 mois près. Mais quand même, le 15 décembre 2021, donc l'année dernière, on a pu enfin fêter la sortie de cet ouvrage que je vous présente ici. On a eu donc une première édition publiée à 500 exemplaires par les éditions d'Alfil, qui sont à Neuchâtel, qui sont le collaborateur de la SNSN. Les 500 exemplaires ont été épuisés. Alors je vous rassure tout de suite, il n'a pas été vendu à 500 exemplaires. Tous les membres de la SNSN en ont reçu un gratuitement, donc il y avait 230 membres. Tous les auteurs, participants, financiers en ont reçu entre 1 et 5 exemplaires. Donc, il y a eu 150 exemplaires qui sont partis aussi. Donc, en fait, les 500 exemplaires ont été essentiellement distribués gratuitement. Quelques-uns ont été vendus, d'autres ont été envoyés en France, une cinquantaine. Et puis aussi, le musée en a récupéré une cinquantaine pour les vendre chez lui. Donc, c'était la première édition. Du coup, ça nous gênait de ne plus avoir cet ouvrage avant même qu'on en fasse la publicité. Donc, comme les financements, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en allant en Suisse, c'est que vous voulez des sous, vous en avez. Et vous en avez 2 fois plus que ce dont vous avez besoin. On avait besoin de 40 000 francs pour faire cet ouvrage, on en a eu 70 000. Donc, l'argent qui restait, on a pu l'utiliser à faire une deuxième édition de 300 exemplaires, qui vient juste d'arriver, et en plus avec une couverture cartonnée, beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, vu l'épaisseur du bouquin. Celle-là pesait 2,2 kg, je n'ai pas pesé celle-là, mais ça doit faire 2,5 kg au moins. Donc, si vous avez quelqu'un à qui vous voulez taper sur la tête, il n'y a pas de problème, ce sera efficace. Donc voilà, il est de nouveau en vente, de nouveau commandable, côté suisse et bien sûr côté français, puisque Alfil a un réseau d'édition sur le Jura français, donc via le réseau des librairies, c'est accessible. Je vous ai amené des flyers publicitaires si ça vous intéresse. Est-ce qu'on peut consulter vos exemplaires? Oui, bien sûr, je vous l'ai amené pour ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le voir tout à l'heure. Alors, en parlant des financeurs, ils sont très importants, encore une fois, ils ont énormément apporté d'argent. Donc, les plus gros financeurs, ça a été la loterie romande, mais ça, c'est dès qu'on fait des projets, la loterie romande est présente, ça apporte énormément d'argent au domaine culturel. La fondation Sando aussi, SNAT, qui est l'organisme fêtière des associations naturalistes de Suisse, et puis les 9 cantons jurassiens. Même les alémaniques. Il n'y a pas un mot d'allemand là-dedans. Il y a un résumé en allemand, c'est tout. Tout le reste du bouquin est en français. À part les légendes des figures, il y a 200 figures qui, elles, sont aussi en allemand, mais le texte est en français. Eh bien, tous les cantons ont mis entre 2000 et 4000 francs dans la balance, les 9. Et tout ça, c'est Jean-Pierre Trippé, qui était un ancien de l'OFEV, qui a appelé personnellement chaque service géologique de chaque canton, soit en Suisse, soit en français, soit en allemand, pour leur demander un rendez-vous téléphonique, pour leur demander la possibilité d'avoir de l'argent et de renvoyer un dossier. Donc il a fait ça dans les règles, et à l'arrivée, tout le monde a payé. C'est incroyable ce qu'il a fait. Puis d'autres organismes qui ont donné un peu moins d'argent, mais qui ont participé, Arc Jurassien, la NAGRA, bien entendu, un organisme français, l'Agence de l'eau de Besançon. On avait contacté un deuxième organisme, mais ça, je savais bien qu'ils n'allaient pas payer, c'est le BRGM. Donc eux, ils ont refusé. Ça étonne personne. Enfin, je ne connais pas bien le BRGM, mais je sais par habitude depuis longtemps qu'ils financent que leurs travaux, etc. Enfin, ils nous ont envoyé une lettre d'excuses et puis ça s'est bien passé. C'est pas grave.
Et puis il y a eu même 3 généreux privés, donateurs privés, qui nous ont donné un peu d'argent en plus. Donc grâce à ça, on a pu faire une deuxième édition. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Alors là aussi, là par contre, les Suisses, ils n'ont pas trop réagi au costume de Roger Hart et au décor de Donald Cardwell. Je pense que ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous. Le théâtre ce soir à la télé. Donc c'était systématiquement ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thierry. Je passe la parole à la salle. Des questions? Jacques? Non, juste une remarque. Enfin, je trouve que c'est très très bien pour avoir bien connu le départ avec Jean Gaudin et tout ça. Je crois que finalement, il aurait été très heureux de voir le projet mené jusqu'à son terme. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'au point de vue qualité des titres d'édition, on n'a pas perdu au change, hein, parce que par rapport aux presses des mines, je crois que c'est pas le même format. C'est pas le même format. Et c'est pas, non, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Bon, comme je l'ai dit, on a eu la chance d'avoir énormément de financement. Vous ne savez plus quoi en faire à la fin. Donc, d'où la deuxième réédition qu'on a payé entièrement, les financements. Alors là, quand je dis on, c'est la SNSN qui est en fait, les organismes comme la loterie romande ne peuvent être contactés que par des associations ou par des particuliers. Nous, en tant que musée, on n'a pas le droit de demander de l'argent, puisqu'on a des budgets de communes, de cantons ou fédéral. Mais par le biais d'une association, on peut demander cet argent-là. Et là, c'est la SNSM qui officiellement a fait toutes les demandes, mais en fait, c'est Jean-Pierre Trépé et moi-même qui avons géré tout ça. Moi, je connaissais, enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du Jura. Hein. Je me rappelle simplement, j'ai commencé mes travaux, enfin, avec Michel Klein, à l'époque, qui était donc... on travaillait beaucoup quand j'étais à Nancy. On travaillait beaucoup dans le Jura parce que c'était là où on faisait nos stages de sédimentaire. Hein. Bah oui. Et Michel Klein, qui a terminé sa carrière à Bordeaux, hein, il avait, je crois, le premier fait une sorte de modèle où il expliquait la tectonique du Jura par des blocs du socle qui se déplaçaient les uns par rapport aux autres. C'est toujours d'actualité, ça? Je ne pourrais pas vraiment répondre à ça de manière sûre. Il y a des grandes failles qui ont été mises en évidence dans le socle, d'où d'ailleurs le bassin permo-carbonifère qui en est le résultat de là, qui forcément doivent rejouer. Mais je ne pourrais pas répondre directement. Il y avait d'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote, c'était tout à fait du Michel Klein, c'est qu'il avait fait, pour faire son modèle, il avait donc découpé des blocs de menuiserie et il les avait recouverts par une sorte de torchon, hein, comme ça, et il faisait donc ses plis sur son torchon. Et il ne couvrait qu'à peu près 80% de la structure du Jura. Et alors, quand on lui demandait « Et pourquoi tu n'as pas été, t'as fait l'ensemble ?» Il dit « Ah, je n'ai pas trouvé un torchon assez grand. » Je termine aussi. Je connaissais aussi un autre géologue jurassien, c'était Jean-Pierre Chauve. Oui. Que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, hein, qui était à l'excursion des Ardennes, qui apparemment est encore. Ouais. Il n'a pas du tout été impliqué dans ce projet, ça l'intéresse pas. Non, après, enfin, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si Michel Campi avait parlé au départ. Ah, oui. Je pense que Daniel Decrouet, s'occupant de Stratis Sédimentaux, parce que c'est Pierre Chauve. Pierre Chauve, oui, Pierre Chauve. Il est plutôt sédimentaire, lui, hein, Stratis sédimentaire. Hein. Et donc, peut-être qu'elle l'avait contacté à l'époque, ça, j'en sais rien. Toujours est-il que la partie, j'ai oublié de le dire, mais la partie Strati et sédimentaux repart, puisque Daniel a accepté de repartir au travail. Elle recommence, puisqu'elle est à la retraite maintenant. Mais on a eu énormément de mal, justement, à lui trouver des collaborateurs, collaboratrices, des gens qui coopèrent avec elle. Tous les anciens ont refusé. Et ceux qui ont accepté, ce sont des gens qui sont encore à l'active, comme Damien Becker ou Gaël Command de Jurassica pour Antruy, Antoine Pictet, qui est conservateur des collections géologiques à Lausanne. Ces gens-là sont déjà débordés de boulot. Je ne sais pas comment ils pourront arriver à faire quelque chose. On n'arrivera jamais à ça pour une deuxième partie, et on va plutôt partir sur des
des extraits, là notamment les pionniers en paléontologie Strati, qui vont être publiés dans les bulletins de la SNSN, cette fois-ci, qui sont des bulletins mensuels. Donc ce sera un peu plus anonyme. On ne pourra pas refaire un deuxième tome. Mais ça a été un grand souci parce que Daniel De Crouet avait accepté de repartir en cours de route. Mais comme elle reprenait le boulot, l'hydrogéologie était terminée, la tectonique, je l'avais terminée pour Jean-Paul, les deux autres parties de Michel et de Anna étaient terminées. Donc soit on attendait encore 4 ou 5 ans en espérant que les stratis et la paléonto soient terminés, et soit on publiait ce qui était déjà prêt. C'est ce qu'on a décidé. J'ai une question. Le croisement de l'autoroute, la Transjura, a découvert beaucoup de gisements et tu m'as fait venir. Sur les traces de dinosaures, oui. Est-ce que c'est dans le volume? Alors là, non, ce sera sûrement traité par rapport à la stratie et à la paléontologie. Non, là, il n'y a pas du tout de paléontologie, il n'y a quasiment pas de stratigraphie. Ah ben, les sites sont extraordinaires. Quand il n'y avait pas encore l'autoroute, oui, maintenant, il n'y en a plus. Oui, bien sûr. Il y a juste 2-3 endroits où ils ont mis une plaque, mais qui sont déjà. Par contre, toutes les traces avaient été numérisées. Oui. D'autres questions? Oui. Un petit mot de préhistoire naturelle. Jules Turman étudie les philosophies naturelles de Jean-Jacques Rousseau, et c'est lui qui met en évidence que notre expression bien classique enculé des mouches a été inventée par Jean-Jacques Rousseau, qui dit « J'ai autre chose à faire qu'à remplir mes poches de pierre et à d'enfiler des insectes. » Non, Jules Turman, je pense que c'est un personnage très intéressant. Il lui manque son biographe, je pense, à ma connaissance, tout au moins. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses, et à la fois pour les relations franco-suisses. Je travaille beaucoup sur un naturaliste montbéliardais qui s'appelle Charles Condjean, qui a beaucoup travaillé sur le chiméridien en tant que géologie. Il avait fait sa thèse dessus en 1859, et il était en contact régulier avec Jules Turman, qui était un savant de l'époque, c'est-à-dire que c'était un botaniste, un géologue, un climatologue, un météorologue, et mon Charles Condjean l'était tout autant. Donc il y a beaucoup de relations entre ces personnes, il y a tout un travail à faire sur ces petits savants locaux, justement, ces gens qui ne sont pas connus à l'échelle des nations, mais qui ont fait un travail extraordinaire en région. En tout cas, le Jura mérite d'être visité. C'est un pays Une magnifique petite pour faire randonnée pédestre. Concernant Armand Gressly, c'était vraiment un auteur favori de Wegman, qui a fait un bel article sur la notion de faciès. Oui, oui, tout à fait. Mais il invente le mot faciès. Oui. Non, lui aussi, c'est pareil, c'est encore pire que Turman. Il y a quelques biographies, enfin quelques textes qui ont été écrits à sa mort. Là, je suis en train d'en lire un peu de temps après sa mort par les revues de Lausanne, je crois, qui permettent d'apprendre un peu plus sur le quotidien du personnage, mais il y a vraiment des grosses synthèses à faire sur ces personnes-là. Puis bon, voilà. Quand Jean-Paul Cher est mort, donc on s'est tout de suite dit qu'il fallait faire une nécrologie de Jean-Paul, et une personne du groupe, du réseau groupe mail, quand c'était fait, a dit oui, mais le problème, c'était l'historien des sciences, c'était Jean-Paul. Et c'est ça le problème, il en manque des historiens des sciences. Et du coup, on s'est mis à plusieurs, on n'a pas fait vraiment une histoire de sa vie, on a fait contact à des témoignages dont vous avez fait partie. On a plutôt travaillé dans ce sens-là pour cette nécro qui a été publiée cette année, enfin l'année dernière. Mais il n'y avait plus personne pour raconter sa vie. C'était lui l'historien des sciences. Donc c'est vrai que là, il y a des gens comme Turman, comme Gressly. J'espère qu'un jour, il y aura quand même quelqu'un qui se lèvera. Bien, merci beaucoup Thierry pour cette Merci beaucoup de m'avoir accueilli. On va passer à la présentation suivante. Merci.